Salut à tous. Nous sommes dans le secteur de Liman où l'Ukraine mène une contre-attaque dans cette partie nord. Je dirais qu'elle y réussit plutôt bien. Au cours des 2 derniers mois, depuis le début de cette opération, l'Ukraine a libéré de vastes territoires. Je ne peux toutefois pas vous dire précisément combien de kilomètres carrés l'Ukraine a réussi à reprendre. Il s'agit surtout d'attaques d'infiltration menées par des soldats ukrainiens et bien sûr par des opérateurs de drones. Mais l'Ukraine obtient davantage de succès dans le secteur de Liman que la Russie, même si la Russie mène elle aussi de multiples attaques d'infiltration. Sur ce front, même la carte semble avancer avec plus de prudence que les annonces officielles. Cette carte nous est présentée par Clément Mullen-Aussaint. Vous pouvez trouver son compte sur Twitter. Il publie très souvent et ses analyses sont très compétentes. La semaine dernière, certaines chaînes pro-ukrainiennes se sont déjà empressées d'annoncer que les Russes étaient encerclés dans la partie ouest de leur enclave. Depuis cet endroit, les Russes avaient auparavant tenté à plusieurs reprises de progresser plus profondément dans les positions ukrainiennes. Mais ce que je peux dire, c'est que l'information concernant cet encerclement n'est pas encore exacte. Apparemment, l'encerclement est arrivé avant la confirmation, comme cela se produit souvent lorsque l'enthousiasme dispose d'un véhicule plus rapide que l'épreuve. L'Ukraine avance depuis cette partie nord. Il n'est pas possible pour l'Ukraine de contre-attaquer directement depuis Liman en raison du manque de ravitaillement dans la ville. Fondamentalement, le groupe ukrainien présent ici n'est pas très puissant. Il manque malheureusement de ressources. Et c'est pour cette raison que l'Ukraine attaque uniquement depuis le nord. La stratégie est toujours plus élégante sur le papier, là où les munitions ne s'épuisent jamais et où les ponts restent poliment debout. À Liman, l'Ukraine contre-attaque principalement de petits groupes d'infiltration russes. C'est tout ce que les forces ukrainiennes présentes ici sont capables de faire. Des informations confirmées indiquaient que la Russie avait réussi à faire entrer ses forces de petits groupes d'infiltration directement dans la ville, mais ils ont été neutralisés. Ce sont donc de bonnes nouvelles. Néanmoins, la Russie dispose de multiples petits axes d'attaque et elle a réussi à repousser les forces ukrainiennes hors de Yampil. Auparavant, Yampil se trouvait principalement dans une zone grise. Ce qui est intéressant, c'est que l'Ukraine ne dispose que de quelques voies de ravitaillement, car il y a une rivière et qu'elle n'est pas facile à traverser. De plus, la Russie a frappé le pont qui relie Sloviansk à Rahorodok puis à Liman. Cette voie de ravitaillement n'existe donc plus. La rivière, contrairement à la propagande, insiste toujours pour obéir à la géographie. Dans le même temps, l'Ukraine tente d'installer des ponts flottants dans cette zone, mais nous savons que l'aviation russe est très active et qu'elle détruit ces ponts de temps à autre avec des bombes planantes larguées par avion. Les ponts flottants font apparemment l'objet d'un type d'inspection périodique qu'aucun ingénieur ne recommanderait. Je dirais maintenant que la Russie concentre un nombre assez important de forces dans cette zone, mais Liman n'est pas la priorité numéro 1 de l'armée russe, du moins pour le moment. Les Russes sont principalement actifs à Kostiantynivka et souhaitent également effectuer une percée dans le secteur de Bralia. Bien entendu, les Russes veulent aussi atteindre Liman, être installer plus tard un pont flottant et se diriger vers Sloviansk depuis le nord, car ils continuent d'utiliser la même tactique en tenaille, en attaquant depuis au moins 2 directions, et cela fonctionne pour eux. Lorsqu'une tactique fonctionne une fois, la bureaucratie militaire la traite naturellement comme une recette familiale à servir partout. Cela ne s'est toutefois pas passé ainsi à Kostiantynivka. Cette approche a causé de nombreuses pertes du côté russe, car les Russes ont tenté d'avancer depuis Chazivyar par exemple, mais ils n'y sont pas parvenus. Ils se sont donc dirigés vers Kostiantynivka depuis une seule direction, qui était aussi le secteur le mieux défendu. La Russie a ainsi subi des pertes absolument astronomiques à Kostiantynivka en tentant d'atteindre la ville bien plus importante que, par exemple, à Pokrovsk. Rien n'illustre mieux la sophistication opérationnelle que le choix de l'itinéraire le mieux défendu, suivi d'une présentation des pertes comme une étape nécessaire du progrès. Si vous souhaitez en savoir davantage et lire une analyse plus détaillée de la situation dans ce secteur précis, Clément Mullen a réalisé sa propre analyse. Pour ma part, je vous ai brièvement expliqué ce qui se passe ici sur un terrain difficile. De plus, certaines forêts et certains villages sont utilisés par les forces russes pour dissimuler leur groupe d'infiltration qui progresse ensuite légèrement. Mais cela ne fonctionne pas partout,
car nous observons une contre-offensive ukrainienne dans cette partie nord. Elle avance régulièrement, lentement, mais elle avance. Je dirais donc que dans le secteur de Liman, particulièrement sur ce flanc nord, l'Ukraine conserve l'initiative. Le grand drame concerne les missiles Patriot. Voici les nouvelles informations. Trump affirme que les États-Unis n'ont pas encore accepté d'accorder à l'Ukraine des licences pour les missiles Patriot. Donald Trump refuse également de fournir directement 300 missiles à l'Ukraine. C'est ce que Zelensky avait demandé aux États-Unis pendant sa visite. Donald Trump refuse aussi d'accorder à l'Ukraine une licence pour produire des missiles Patriot. Le mot « urgent » semble être entré dans les négociations en portant un calendrier de production de 3 ans. Quoi qu'il en soit, la production aurait pu commencer dans au moins 3 ans, mais l'Ukraine a besoin dès maintenant des moyens nécessaires pour intercepter les missiles balistiques russes. Il s'agit donc d'un immense problème, probablement le plus important pour l'Ukraine, l'interception des missiles balistiques. Les missiles balistiques ont malheureusement montré peu de respect pour les calendriers d'octroi de licence. Voici donc la situation. L'Ukraine a lancé certains missiles et de nombreux drones contre les régions ukrainiennes occupées, ainsi que contre le territoire russe. Nous nous attendons à des nouvelles intéressantes concernant Wildberries demain matin. D'ailleurs, la directrice générale de Wildberries a déjà déclaré que les installations d'entreposage et les entrepôts de Wildberries étaient protégés autant que possible. Pourtant, Wildberries perd au moins un entrepôt par jour, parfois 2, selon les circonstances. Dans sa déclaration, elle a également précisé qu'aucune indemnisation ne serait accordée aux Russes ayant perdu leurs marchandises. Les entrepôts sont apparemment protégés au maximum de ce que permet leur disparition continue. Poursuivons maintenant avec les cartes militaires. Voici une source russe, le blogueur militaire Rybar. Il affirme que les forces russes sont arrivées à Emena. C'est ici. Nous sommes dans le secteur de Pokrovsk et de Myrnorad, et les Russes auraient également progressé en direction de Krosna. Comparons cette information avec différentes sources, comme Mikhail 73 par exemple. Concernant Emena, la situation ne correspond pas à ce qu'affirment les Russes. À Shevchenko, les combats se poursuivent. Les Russes ont placé tout ce territoire dans la zone grise. Bien entendu, je fais davantage confiance à mon analyste qu'aux sources russes, car nous pouvons également vérifier ce qui se passe ici. Il s'agit en fait d'une chaîne d'information russe, et elle a confirmé que des combats avaient réellement lieu contre les forces ukrainiennes à Shevchenko. Elle ne peut toutefois pas affirmer si les Russes ont capturé Shevchenko ou non. La prise de la localité n'a pas été confirmée, mais elle a déjà bénéficié d'une campagne promotionnelle complète. Cependant, un petit groupe d'infiltration russe a été repéré à Bilitske ainsi qu'à Vodianske. Des drapeaux ont été aperçus, c'est une situation habituelle. 1 ou 2 soldats parviennent à avancer plus loin, mais leur sort n'est généralement pas très favorable. Vous pouvez également voir que les Russes sont allés jusqu'à Torsk ici, mais il s'agit d'une attaque suicidaire insensée menée par quelques soldats russes, et elle sera bien entendu neutralisée. Un drapeau, une caméra et 2 soldats semblent désormais suffire à un empire pour annoncer un nouveau chapitre de la géographie. Concernant Kostiantynivka, je dirais que la situation n'a pas changé aujourd'hui. L'Ukraine tente de viser les positions russes avec son artillerie, et je me demande si les Russes ont réussi à arriver ici. C'est assez intéressant. Vérifions. Un soldat russe a été repéré à Kostiantynivka, dans la partie nord de la ville, ainsi que plus au nord, où l'on voit déjà un panneau indiquant Druzhkivka. Il s'agit donc de la localité suivante après Kostiantynivka, et c'était une tentative d'infiltration russe. Un soldat russe a été aperçu à cet endroit. Je suppose qu'il s'agissait simplement d'une sorte d'opération de relations publiques. Nous ne parlons pas de la présence d'un grand nombre de forces russes à Druzhkivka, mais le commandement général russe déclara bien entendu à Poutine que la ville a été entièrement occupée. Il n'y a pourtant qu'un soldat russe et le nom Druzhkivka sur un panneau. Dans cette version de la cartographie, se tenir à côté d'un panneau routier équivaut apparemment à administrer la ville située derrière. En réalité, il s'agit d'Oleksievo-Druzhkivka.
Droujkivka elle-même se trouve un peu plus loin, c'est la localité la plus importante. Cela montre aussi que toute cette zone est une zone de destruction, une zone grise, où de petits groupes d'infanterie peuvent parfois parvenir à avancer, planter un drapeau russe quelque part, ou simplement confirmer la présence des forces russes. Ainsi, au lieu de renforcer leur contrôle sur la partie sud de Kostiantynivka et d'éliminer les soldats ukrainiens qui s'y trouvent encore, au moins en petits groupes, les Russes avancent uniquement pour être filmés par une caméra. Cela ne présente absolument aucun intérêt tactique. C'est de la pure propagande. L'objectif tactique est incertain, mais l'angle de la caméra est manifestement bien sécurisé. Bien entendu, cela pourrait fonctionner. Certaines chaînes pro-russes pourraient présenter cet événement comme un immense succès russe, affirmer que l'Ukraine est en train de tout perdre et annoncer que la localité située après Kostiantynivka est tombée aux mains de la Russie. Une modeste infiltration devient une conquête historique dès qu'elle passe sous le bon éclairage de studio. Il semble que la Russie ait perdu un autre général. Selon des informations provenant de sources ouvertes, l'un des bouchers d'Izium ne représente plus une menace. Le major général Dmitri Sergueï-Mikov, commandant de la 144e division de fusiliers motorisés des forces d'occupation russes, aurait été démilitarisé hier. Les Russes ont commis des actes véritablement terribles à Izium. Ces faits ont été confirmés par de multiples éléments de preuve après l'opération ukrainienne de désoccupation menée en 2022. Les massacres sont donc les mêmes que ceux qu'ils ont commis à Boutcha, absolument les mêmes. Selon les premières informations, cet homme n'est plus là. Il a probablement été frappé par un drone et la Russie perd des généraux, ce qui est remarquable. Cela s'explique par les frappes ukrainiennes de moyenne et de longue portée. Les généraux russes ne peuvent donc tout simplement plus se considérer comme étant en sécurité. Et combien de généraux l'armée ukrainienne a-t-elle perdu ? Je pense qu'elle en a perdu très peu, surtout en comparaison avec l'armée russe. La structure de commandement semble découvrir que l'éloignement du front ne signifie plus l'éloignement des conséquences. Donald Trump affirme que les États-Unis doivent faire preuve d'une grande prudence avant de permettre à quelqu'un de fabriquer ses armes, parce qu'il s'agit d'une question très importante. Il dit que les États-Unis construisent actuellement de nombreuses usines pour les produire, puis il passe à d'autres armes et décrit le missile Tomahawk comme une chose incroyable, capable de traverser une porte ou une fenêtre. L'explication passe des licences aux usines, puis aux fenêtres, avec la discipline d'un panier d'épicerie lancé sur un trottoir en pente. Il nous explique que nous devons être prudents. Il laisse même entendre que des missiles pourraient être utilisés contre les États-Unis. De fichus missiles Patriot. Pourtant, à cet endroit, il parle des Tomahawks. Il parle de tout dans une seule phrase. Une phrase, plusieurs systèmes d'armes et aucun poste de douane entre eux. Le fait est que, pour le moment du moins, il ne veut pas fournir à l'Ukraine la technologie et les licences permettant de produire en Ukraine ces intercepteurs de missiles Patriot, les PAC-3. Pourtant, auparavant, il avait ouvertement affirmé que les États-Unis allaient tout fournir, que l'Ukraine devait pouvoir se défendre et que des systèmes PAC-3 seraient livrés. Tout a été complètement renversé. La cohérence a une fois de plus été reportée jusqu'à l'arrivée d'une administration plus commode. C'est Donald Trump. Je ne m'attends à rien de bon. Nous devons simplement réussir à tenir sous cet idiot de président jusqu'en 2028 et j'espère que les Américains remplaceront leur gouvernement stupide et imbécile par quelque chose de meilleur. Trump affirme également qu'il a fourni à l'Ukraine les missiles Javelin, les destructeurs de chars, et que sans les Javelins, la guerre aurait duré une seule journée et aurait déjà été terminée. Selon sa version, il a donné les javelins à l'Ukraine. Et sans ces javelins, la guerre n'aurait duré qu'une seule journée. L'histoire devient beaucoup plus facile à gérer lorsque chaque événement complexe est réduit à un seul produit portant une marque familière. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Quel javelin ? Il n'était même pas président lorsque la guerre à grande échelle a commencé. Il a envoyé quelques javelins lorsqu'il était président pendant son premier mandat, mais il n'y en avait qu'un petit nombre. Ils n'ont pas été décisifs et les javelins ne suffisent pas à eux seuls pour arrêter une armada de chars russes. Les javelins ont été utilisés occasionnellement, tout comme les Henlao d'ailleurs, mais il ne s'agissait pas d'une arme décisive, absolument pas. Ce qui fonctionnait au début, lorsque la Russie a attaqué Kiev, c'était l'artillerie, l'aviation et les forces d'infanterie.
Cela a beaucoup aidé. Mais pour Donald Trump, ce sont les javelins qu'il a fournis à l'Ukraine, je crois en 2018 en petit nombre, qui auraient tout changé. Sous Biden, l'Ukraine a pourtant reçu des tonnes de javelins, beaucoup plus que sous Donald Trump. Dans cette méthode comptable, la quantité est secondaire. Le chiffre important est le nom figurant au bas de l'anecdote. Mais qu'est-ce qu'il ? Je dois me calmer lorsque je parle de Donald Trump, parce qu'il est le président le plus incompétent de toute l'histoire des États-Unis. Il est une honte pour le monde entier, et je souhaite qu'il quitte cette planète le plus rapidement possible. Je vais boire du champagne pour célébrer ce moment. Trump imite ensuite les combats en répétant des bruits, affirmant que les armes américaines étaient présentes et détruisaient les cibles les unes après les autres. Il passe ensuite aux terres rares et affirme que les États-Unis peuvent entrer en Ukraine à tout moment et prendre à peu près tout ce qu'ils veulent. Selon sa perception, puisque les États-Unis ont un contrat avec l'Ukraine, ils peuvent y aller et prendre tout ce qu'ils souhaitent. Les accords internationaux ont rarement ressemblé à ce point à quelqu'un qui vérifie le contenu du minibar d'un hôtel. C'est ainsi qu'il voit les choses. C'est un véritable chef mafieux, vous savez. Celle-ci est pour toi, Denis. Et voici un élément essentiel pour l'Ukraine, la plus grande manifestation depuis 2014. La société ukrainienne et la population ukrainienne ne sont donc pas d'accord avec ce que le président a fait à Mikhailo Fedorov. En réalité, il ne s'agit pas seulement de ce qui a été fait personnellement à Fedorov, mais aussi des réformes que son équipe avait lancées, et cette affaire ne va pas disparaître. Nous observons une escalade encore plus importante. De plus en plus de personnes comprennent que l'espoir de gagner cette guerre leur a été retiré. Le président semble davantage préoccupé par son propre cercle, par la satisfaction de ses amis et des entreprises liées au ministère de la Défense, que par la mise en œuvre de réformes transparentes au sein de l'armée ukrainienne. Les réformes sont toujours les bienvenues, à condition qu'elles ne dérangent personne parmi ceux qui profitaient de leur absence. Je suis réellement surpris qu'autant de personnes aient participé aux manifestations, et cela ne se produit pas uniquement dans la ville de Kiev. D'autres manifestations ont également lieu partout en Ukraine. Des milliers de personnes y participent. Zelensky est en train de créer une bombe à retardement contre lui-même. Cela me rappelle vraiment un peu le président Yanukovych. Nous retrouvons donc cette atmosphère. Cette pancarte provient des manifestations de l'année dernière, lorsque Zelensky avait également tenté de protéger ses amis et d'éliminer l'indépendance du système ukrainien de lutte contre la corruption. C'est un exploit politique impressionnant que de réussir à donner à une vieille pancarte de manifestation l'apparence d'avoir été imprimée hier. Ce qui est assez terrible, c'est qu'il n'y a aucune communication directe du bureau du président, ni du président lui-même, pour expliquer aux citoyens pourquoi Fedorov a réellement été congédié. Fedorov a accordé une entrevue et, bien qu'il n'ait pas donné les noms des personnes ou des entreprises opposées à ces réformes, il a affirmé que cette opposition constituait la principale raison de son renvoi. Le silence demeure la langue officielle privilégiée chaque fois que l'explication risque de contenir des noms reconnaissables. Il n'est pas opposé au président, je dirais même qu'il lui était très loyal. Après tout, ils ont travaillé ensemble pendant 7 ans. Il a été ministre de la transformation numérique de l'Ukraine, puis ministre de la défense de l'Ukraine pendant seulement les 6 derniers mois, mais il a été congédié par son ami Zelensky. Je ne pense pas que Fedorov se lancera personnellement en politique pour le moment, mais encore une fois, le problème ne concerne pas sa situation personnelle. Fedorov trouvera un emploi. Le problème est que Zelensky choisit les profits de ses amis plutôt que les intérêts de l'ensemble du pays, à un moment où la situation est extrêmement importante pour l'Ukraine. Le pays reçoit les discours, tandis que le cercle rapproché semble recevoir les avantages concrets. Il y a aussi un élément très intéressant concernant Elon Musk. Honnêtement, je déteste Elon Musk. Je déteste le mouvement MAGA, Elon Musk, Trump et tout ce qui s'y rattache. Mais, dans l'intérêt national de l'Ukraine, une certaine coopération doit avoir lieu. La géopolitique possède cette habitude raffinée de forcer les gens à coopérer avec des personnes qu'ils n'inviteraient jamais à souper. Je peux dire ce que je veux au sujet de Trump et des autres, parce que je ne suis qu'un influenceur quelconque. Mais Fedorov communiquait directement avec Elon Musk et il négociait déjà
la possibilité d'utiliser Starlink pour neutraliser les lanceurs russes de missiles balistiques situés sur le territoire russe. Nous ne disposons pas de suffisamment de missiles PAC-3, mais nous pourrions lancer des drones afin de cibler les lanceurs russes de missiles balistiques. Pour cela, nous devons obtenir immédiatement les données concernant leur emplacement. Nous devons également pouvoir guider nos drones avec précision vers ces cibles. Il est possible de le faire avec Starlink, car l'Ukraine est autorisée à utiliser Starlink uniquement au-dessus de son propre territoire et des territoires occupés. Au-dessus de la Russie, l'Ukraine utilise d'autres systèmes et non Starlink. Mais Starlink est, selon moi, l'un des meilleurs systèmes. Il est très difficile de brouiller son signal. La guerre moderne dépend maintenant en partie du fait que le menu de réglage d'un milliardaire affiche oui ou non. Fedorov avait réussi à régler cette question et à obtenir l'autorisation d'utiliser Starlink. Il est désespéré, je dirais, et je partage évidemment une partie de ses émotions et de sa frustration. Pour moi aussi, cette situation est insensée. Un article a été publié dans The Atlantic. Fedorov avait reçu de Musk l'assurance que cette utilisation serait possible si Trump donnait son accord. Il s'agit donc d'un obstacle supplémentaire à l'autorisation d'utiliser Starlink pour mener des frappes de drones en Russie. La chaîne de commandement ressemble maintenant à une réservation compliquée dans un restaurant. Une personne connaît le propriétaire, une autre doit approuver la table et les missiles, eux, n'attendent pas. Cette question avait donc été au moins partiellement réglée avec Fedorov, mais toutes les discussions ont été annulées après que Zelensky a congédié l'ensemble du gouvernement dans le cadre du remaniement. Zelensky a ensuite congédié son ministre de la Défense. Il a également perdu son meilleur contact auprès d'Elon Musk. Cette semaine, Zelensky souhaitait demander une faveur urgente à Musk pendant son voyage à Washington DC, mais le milliardaire a refusé de le rencontrer. Écarter la personne qui possède le contact utile, puis avoir besoin de ce contact en urgence, constitue une forme particulièrement élégante de chorégraphie administrative. Est-ce donc une bonne décision de la part de Zelensky pour un pays constamment frappé par la Russie, alors que celle-ci lance maintenant de nombreux missiles balistiques et que cette solution représentait probablement la seule manière de lutter contre ces missiles? Vous connaissez la réponse. Il tente de remplacer Fedorov et de négocier lui-même avec Elon Musk. Mais Elon Musk entretenait de bonnes relations avec Fedorov, et si vous congédiez Fedorov, il est naturel qu'Elon Musk réagisse négativement. Elon Musk n'aime pas Zelensky, cela se comprend. Je suis également certain que Denis n'aime pas Zelensky. Honnêtement, Zelensky utilise parfois ses contacts à son propre avantage. Voilà donc la situation. Fedorov n'était pas seulement celui qui mettait en œuvre les réformes, il était aussi celui qui communiquait avec des gens comme Elon Musk. Elon Musk est un véritable salaud. Vous savez ce que cela signifie. Mais Fedorov l'a contacté et Musk a désactivé le signal Starlink utilisé par les Russes. Pour les Russes, l'utilisation de Starlink est alors devenue impossible. Ils ont jeté toutes leurs antennes. Ils étaient vraiment furieux et toutes leurs frappes à moyenne portée ont été annulées. C'est Fedorov qui avait contacté Elon Musk à ce sujet, tous les précédents ministres de la Défense incompétents et tous ses responsables gouvernementaux ne l'avaient pas fait. Lui, il a simplement appelé Elon et lui a dit qu'il devait faire quelque chose. Elon a accepté parce qu'il a lui aussi ses propres intérêts. Parfois, toute une bureaucratie se fait dépasser par un simple appel téléphonique, ce qui constitue moins un compliment pour l'appel qu'une autopsie de la bureaucratie. Vous voyez donc à quel point ce terrier est profond. C'est aussi cela, l'intérêt national, coopérer même avec des personnes comme Elon Musk, parce que l'Ukraine doit arrêter la menace que représentent les missiles balistiques russes. Et ce que Zelensky fait ici, je ne le comprends pas. Nous avons besoin d'élections. Je le réclame déjà. Vous pouvez me lancer des tomates pourries. Faites-le. Faites-le. Jemenfiche. Je vous donne simplement ma propre opinion et j'ai des faits pour l'appuyer. En politique, les tomates pourries constituent souvent la dernière forme restante de consultation publique directe. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.